cette industrie-là à la croissance économique de l'Afrique. En conclusion, je dirais que le développement de l'assurance dans les États membres de la CIMA repose sur 3 piliers. Le premier, c'est que vraiment, il faut qu'on se mette d'accord pour renforcer le capital, pour augmenter le niveau de capital social des entreprises d'assurance. Si on ne le fait pas, ces entreprises-là passent beaucoup de temps à essayer de contourner leurs engagements pour préserver une liquidité minimale, ne serait-ce que pour financer leurs frais de fonctionnement. Et je pense que l'énergie qu'elles mettent dans ce travail qui consiste à se cacher et qui se passe entre le gendarme et, je ne dirais pas le voleur, mais celui qui a envie d'être délinquant, brûle beaucoup d'énergie. Deuxième point, il faut une bonne régulation. Une bonne régulation, pour moi, c'est un travail d'encadrement qui permet de ne pas fermer la porte à des opportunités qui peuvent permettre à l'industrie d'améliorer sa compétitivité. C'est-à-dire un contrôle qui trace des grandes lignes, mais qui agit beaucoup plus a posteriori. Parce que soit on fait confiance, soit on ne fait pas confiance. Et puis, un système d'information et de gestion qui soit vraiment adapté et qui génère des données statistiques et comptables fiables. Il y a un vaste chantier, je vous prie de me croire, je parle d'expérience. Et puis, naturellement, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, il revient également aux assureurs de se dire qu'il faut qu'ils participent à la vie de la cité et qu'ils poussent les autorités politiques à continuer à améliorer l'environnement macroéconomique, à le rendre de plus en plus stable, de le rendre de plus en plus sécurisé. Et c'est lorsque l'environnement macroéconomique est stable et sécurisé que le développement se fera pour tous. C'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis engagé en politique. Et donc, pour finir, je dirais que l'actuaire que vous êtes ici, vous avez un vaste chantier devant vous en Afrique. Émeric m'a dit que votre association n'est pas une association de promotion des acteurs ni de promotion de l'Afrique. Moi, je pense exactement le contraire. Votre association doit être une association de promotion des acteurs et une association de promotion de l'Afrique, les deux ensemble. Je vous remercie. Monsieur Mamadou Koné est directeur général d'Alliance Vie Côte d'Ivoire. Il est membre du comité des experts de la CIMA, membre du bureau exécutif de la FANAF et également un ancien contrôleur de la CIMA. Et il va nous parler de l'assurance face à un marché en pleine mutation. Je voudrais, avant de commencer ma présentation, remercier Martin Zigueli pour son brillant exposé. J'avoue que je suis un peu peiné parce qu'il a dit quand même l'essentiel. Hein. De pas mal de ce que je devrais dire. Et assis là-bas, je suis en train de dire, écoutez, qu'est-ce que je vais dire de nouveau par rapport à ce qui est en train d'être dit. En tout cas, je remercie M. Zigueli parce que M. Zigueli, peut-être que vous ne le savez pas, M. Zigueli est le bâtisseur de l'assurance vie moderne dans la zone CIMA. M. Zigueli fait partie de ceux qui ont construit l'assurance vie dans la zone CIMA. Et je pense qu'à ce titre-là, je vais vous demander humblement de l'applaudir. Et donc, avant de continuer, je voudrais vous dire que moi aussi, en 2010, j'étais à la CIMA, j'étais commissaire contrôleur en chef, et j'entendais déjà parler de cette Afrique. En ce moment, certains disaient qu'il va décoller. C'était en 2009, pardon, vers la fin de l'année 2009. Moi, j'entendais déjà que l'Afrique présente les prémices d'un continent qui va décoller. Et j'ai dit comme ça à mes amis, j'ai dit, moi, franchement, je commence à croire à cette histoire. Et je ne vais pas rester dans cette bureaucratie, je vais chercher à rentrer. Parce que vous savez, le siège de la CIMA, c'est à Libreville, au Gabon. Je vais chercher à rentrer dans mon pays pour participer à ce décollage-là. Et les amis m'ont dit, les amis et certaines personnes qui me connaissaient me disaient, mais tu es fou, tu vas quitter ton confort de la CIMA pour aller dans un pays qui est en train de préparer des élections, on ne sait même pas dans quel sens est-ce que ces élections iront. Comment tu peux prendre un tel risque? J'ai dit, moi, je vais rentrer, parce que je crois. Je crois qu'après ces élections,
il y a quelque chose qui va se dessiner en Côte d'Ivoire et je ne vais pas rester en marge. Je ne vais pas attendre que les choses aillent bien pour y venir. Je vais dès maintenant commencer à préparer le terrain. Et j'ai rendu ma démission. Évidemment, je reconnais que ça coïncidait à un moment où j'avais des contacts aussi avec le groupe Alliance qui avait besoin de quelqu'un en Côte d'Ivoire. Donc, ça a coïncidé. Il y a eu cette coïncidence, mais quand même, on m'a fait le reproche de quitter la CIMA dans un confort où j'inspirais le respect, les grands groupes, oui, M. Koné, commissaire, ceci, cela, pour aller dans un pays où quand même, il y avait des nuages quand même qui n'annonçaient pas de bonnes nouvelles. Et donc, je suis rentré, début 2010, je suis rentré à Alliance en tant que directeur général adjoint, Alliance Vie. Et il y a eu les élections. Les élections vraiment calamiteuses. Il y a eu la guerre. Et les gens me disaient, mais on t'avait dit. On t'avait dit d'attendre la fin de cette histoire. Et tu es parti. Bon, heureusement, tout est bon qui finit bien. La guerre est terminée. Les autorités se sont installées. Et ça a commencé, les choses ont commencé à se mettre en place. J'avoue qu'aujourd'hui, je fais ces témoignages parce que mes mêmes amis me disent, bon, c'est vrai qu'à y voir de près, tu n'avais pas eu tort quand même de prendre ta décision. Et donc, je rentre, donc les élections se passent, bon, voilà, les activités quand même ont continué, bon an, mal an. Et le nouveau gouvernement s'est mis en place, et puis, effectivement, le programme économique du gouvernement actuel a commencé à être déployé, et ainsi de suite, de grands investissements. Et je pense que vous entendez parler, il y a quand même des ponts qui sont en train de se construire, des barrages, l'électricité, des centrales thermiques, et plein de choses en Côte d'Ivoire. Et je me rends compte que, et Ziguélé l'a rappelé tout à l'heure, que derrière ça, nous, les assureurs, on ne décollait pas, on n'avait pas grand-chose. Pourtant, on disait que la première année, juste après l'année 2012, on nous a dit qu'il y a eu une croissance de 9%. Nous, on n'a pas senti ça au niveau de nos primes. Donc, j'ai dit, bon, écoutez, moi, ce n'est pas normal. J'étais dans la compagnie Vie, j'ai appelé le directeur technique en charge du courtage aussi au niveau de la compagnie TIAD, notre compagnie sœur. J'ai dit, ben, écoutez, il faut qu'on aille voir le ministre des Infrastructures économiques. Ce n'est pas normal que tous ces chantiers-là soient assurés à l'extérieur et que nous, les assureurs, nous n'en bénéficions pas. Et donc, on a réussi, évidemment, avec notre réseau, à rentrer en contact avec le ministre et à avoir une audience. Et donc, j'explique le problème au ministre. Il dit, monsieur le ministre, est-ce que vous savez que l'autoroute d'Abidjan à Grand Bassam, qui est construite par les Chinois, n'est pas assurée en Côte d'Ivoire? Et je cite un autre chantier qui n'est pas assuré en Côte d'Ivoire. Il me dit, monsieur Koné, vous êtes bien gentil, mais l'assurance africaine, qu'est-ce qu'elle vaut par rapport à ces chantiers-là, par rapport à ces défis? Il dit, monsieur le ministre, vous avez quand même un marché des assurances qui est structuré, qui est là. Et le ministre, qui est toujours là, hein, que quand même les gens connaissent, qui a fait Supélec, donc il connaît plus ou moins le système des grandes écoles et tout ça, et qui dit, est-ce que vous avez même des actuaires? Est-ce que vous avez des actuaires? Il dit, mais monsieur le ministre, nous avons des actuaires dans nos compagnies, même moi-même qui suis là en face de vous. Il dit, mais on ne dirait pas, hein, parce que franchement... Il me dit, franchement, tel que le secteur des assurances se comporte dans le pays, lui, il n'a pas l'impression que vraiment ces compétences-là existent. J'ai dit, bon, ok, je prends bonne note, mais je promets de revenir vers vous avec notre bureau, le bureau de l'association professionnelle, donc l'ASACI. En fait, c'est l'association professionnelle des sociétés d'assurance. Je promets de revenir vers vous avec le bureau et puis bon, on verra ce qu'il y a lieu de faire. En fait, je raconte cette histoire parce que moi, ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé et après, quand nous sommes rentrés à la FANAF, dans le bureau exécutif de la FANAF, vous savez que c'est un nouveau bureau qui a été mis en place en 2014. Et donc, quand nous sommes rentrés, je m'en suis ouvert au président de la FANAF, qui est mon ami, qui est le président, et que j'accompagne dans le bureau. Il a dit, président, il faut qu'on puisse réfléchir à l'organisation de nos marchés. Il faut qu'on puisse définir un label de marché.
Il ne faut plus que nos marchés puissent continuer comme ça. Vous avez des courtiers qui font ce qu'ils veulent. Vous avez des compagnies d'assurance qui font ce qu'elles veulent, pardon. Et vous avez des experts automobiles, des cliniques, et c'est un marché qui est dans la jungle. Il n'est pas possible de le faire développer comme ça. Donc, définissons ensemble un label de marché qui va comprendre un certain nombre de structures et qui va avoir, si vous voulez, des structures crédibles qui vont servir d'interlocuteurs vis-à-vis des autorités. Et on a cité comme ça pêle-mêle. Il faut une association professionnelle structurée qui présente un certain nombre de caractéristiques. Il faut des courtiers, mais qui soient regroupés dans le cadre d'une association pour servir d'interlocuteurs aux différents partenaires. Il faut des actuaires, mais qui soient regroupés dans le cadre d'une association. Déjà, on en parle. Mais par contre, et ça, quand même, ça a divisé le bureau parce qu'on s'est rendu compte que nous étions dans une instance fédérale, puisque la FANAF, c'est quand même la Fédération des sociétés d'assurance africaines. Et dans certains pays, il n'y avait pas encore d'actuaires. Donc, comment on pouvait organiser, effectivement, un marché avec une organisation, une association d'actuaires, dès lors qu'il n'y a aucun actuaire, en tout cas connu. Mais l'idée a été avancée, et c'est une idée qui circule. Du coup, quand Emmerich nous a parlé de cette conférence et de cette association, nous n'avons pas hésité un seul instant. La seule chose, puisqu'il y a presque 6 mois, il m'en a parlé, la seule chose peut-être pour laquelle on priait, c'était de dire que vraiment, la réunion, la rencontre ait lieu. Et elle a lieu. Moi, je pense qu'il faut féliciter le bureau de l'AAA. Il faut vraiment leur rendre hommage pour cette initiative. Et donc, mon propos, c'est ça. C'est vrai que j'ai balayé une grande partie de mon intervention, mais l'idée, c'est de dire, en Afrique, il y a des choses qui sont en train de se faire. Vous qui êtes ici, vous avez votre rôle à jouer. Il suffit d'y croire et que la décision soit prise. Voilà. Donc, on va aller très rapidement parce qu'on a dit quand même pas mal de choses dites là, sauf que moi je ne vois pas ici à l'écran. Mais l'idée, c'est de dire que l'Afrique, c'est un grand continent, vous le connaissez tous. C'est 54 pays, c'est une population très diversifiée. Quand vous prenez même à l'intérieur même des pays, l'Afrique, ce n'est pas seulement un pays, ce n'est pas seulement une ethnie. Vous trouverez souvent des pays avec 60 ethnies, une centaine. Aujourd'hui, l'Afrique, on parle de 1,1 milliard d'habitants. Donc tout ça, c'est quand même du potentiel, puisque c'est presque 16% de la population mondiale. Et un continent en mutation. Effectivement, le continent africain est en mutation, il faut l'observer de très près. La diversité culturelle de l'Afrique en a fait un continent où on commence à créer des choses. Arriver à certains niveaux, parce que vous voyez qu'aujourd'hui, même la téléphonie mobile, l'Afrique n'est pas forcément passée par les étapes qu'a connues l'Europe. L'Afrique va très vite. Et c'est aussi intéressant parce qu'on bénéficie aussi des échecs des autres. Et vous avez des gens qui réfléchissent au quotidien, Et la société africaine a vraiment la volonté de changer des choses. Des milliers d'Africains étudient en Europe, réfléchissent. Et ça aussi, je pense que cette rencontre-là participe de cette réflexion-là. Donc la population d'Afrique se mobilise. Le continent africain s'intègre tranquillement dans la mondialisation, la démocratisation, même s'il y a encore des efforts à faire. Il y a des espaces économiques qui ont commencé à se développer, tels que la CIMA par exemple, mais qui est un espace économique particulier, spécialisé dans les assurances. Vous avez le grand regroupement où il y a des choses qui se font, des échanges, des espaces de libre-échange où les gens circulent librement. Et, comme on le dit aujourd'hui, l'Afrique décolle. L'Afrique décolle. Les taux de croissance sont assez intéressants. L'Afrique renforce ainsi l'image de terre d'opportunité. Martin Ziegler en a parlé tout à l'heure. Les fameuses classes moyennes commencent à se mettre en place. Moi, je le rencontre sur mon portefeuille, je le sens sur mon portefeuille. Mon portefeuille entreprise, je le vois d'année en année, c'est les effectifs qui augmentent, les effectifs de mes clients qui quand même augmentent de 25-50% d'une année à l'autre sur des contrats de retraite. Et ça, quand même, c'est le signe
qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il y a une certaine répartition des richesses, même si c'est quand même difficile à percevoir, à sentir, c'est vrai, hein, mais quelque part, on ne peut pas nier aussi qu'il n'y a pas d'effort qui est en cours. Alors vous avez aussi les grands chantiers, parce qu'on a l'impression que véritablement, nos dirigeants aussi ont pris conscience. Vous avez aujourd'hui des grands chantiers structurants qui se développent dans beaucoup de pays africains, en Côte d'Ivoire, mais aussi dans tous les autres pays, au Ghana, au Togo, au Cameroun, au Congo, hein, au Gabon. Vous avez des ambitions qui sont affichées. Après, on peut discuter des moyens qui sont mis en œuvre, mais vous avez quand même des ambitions. À l'époque, avant, il n'y avait pas ces ambitions. Voilà, les perspectives aussi sont bonnes, hein, parce que les perspectives, il y a eu les dernières assemblées générales de la BAD à Abidjan. Et effectivement, on nous a annoncé de telles belles perspectives. La croissance va continuer, même s'il faut rester très vigilant. En tout cas, dans la plupart des pays de la zone, dans la plupart des zones, dans la plupart des régions en Afrique, hein, des grandes régions, la croissance va continuer. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'on s'interroge. Que peut faire le secteur des assurances dans une Afrique en mutation, dans une Afrique où les choses commencent à bouger? C'est ça, en fait, la question. Et c'est cette question que moi aussi, je m'étais posée en 2009 en voulant rentrer dans mon pays. Voilà. Donc, je vais déjà balayer ça rapidement, puisque Martin Ziguélé est longuement revenu là-dessus. L'Afrique, c'est ça. Et vous avez là la zone CIMA qui représente l'Afrique francophone. Hein, l'Afrique francophone qui est là en vert. La zone CIMA Afrique centrale, la zone CIMA Afrique de l'Ouest, mais qui forment c'est-à-dire la zone CIMA, point barre. Et donc, les objectifs de la CIMA, M. Martin aussi, Ziguélé a rapidement brossé ça. Hein, l'organisation de la régulation qui repose, et là c'est fondamental, hein, c'est fondamental, et c'est unique dans le monde. Vous avez des pays qui se regroupent, qui ont une langue commune, une monnaie plus ou moins commune, et des régulateurs bancaires qui se regroupent au sein de la zone franc, et qui dit, je veux un marché d'assurance, un marché des assurances élargi et intégré. Je veux un code unique des assurances qui s'applique tant au Cameroun qu'au Congo, qu'au Bénin, qu'en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Et les États décident de donner leur souveraineté à un régulateur unique. Hein, un régulateur unique qui est la CRCA, la Commission régionale de contrôle, qui peut décider de retirer des agréments, bien qu'étant basé à Libreville, hein, décider de retirer des agréments au Sénégal, au Mali et ainsi de suite, sans que ça ne mette personne. Et après, vous avez les directions nationales qui continuent de jouer leur rôle de relais local. Voilà, donc vous avez un peu l'organisation, en fait la structuration qui est là. Vous avez le Conseil des ministres qui est l'organe suprême. Vous avez juste en bas du Conseil des ministres le comité des experts. Le comité des experts qui est en fait le comité qui statue sur toutes les décisions qui doivent être soumises au Conseil des ministres. Et puis vous avez l'organe régulateur qui est juste en bas là, qui est la Commission régionale de contrôle. Bon, c'est vrai que j'ai essayé de faire des liens, mais il n'y a pas de lien hiérarchique entre la Commission régionale de contrôle et le comité des experts. Hein. La Commission régionale de contrôle, elle est indépendante. Sauf que quand elle prend ces décisions peuvent être frappées de recours devant le Conseil des ministres. En ce moment-là, elle passe sous l'avis technique du comité des experts, qui est en fait le comité conseil du Conseil des ministres. Vous savez, les ministres, ce n'est pas forcément des techniciens de l'assurance. Donc vous avez un comité des experts qui travaille sur ces questions et qui travaille aussi sur les projets de règlement. Et puis en bas, vous avez le secrétariat général de la CIMA, où vous retrouvez les commissaires contrôleurs, toute l'administration de la CIMA, qui est en fait la cheville ouvrière de la régulation. Donc, le traité CIMA, le code CIMA avec ses différents livres, bon, alors, on ne va pas trop vous ennuyer. Alors, vous avez là les actions emblématiques de la CIMA. Hein. Monsieur Martin Ziguélé a fait tout à l'heure un petit bilan, hein, qu'on va peut-être compléter un peu, hein, mais dit autrement aussi. Il y a d'abord le barème d'indemnisation du préjudice corporel, qui est quand même, qui a été une réforme forte, hein, au milieu des années 90. Hein, et ça, à un moment donné, la CIMA s'est dit, vous savez, le règlement du préjudice corporel était une vraie problématique dans la zone CIMA, et le législateur s'est dit, comment je peux mettre ensemble, ou bien faire cohabiter
rapidité de paiement et niveau de paiement. Donc, du coup, je barémise, je mets des maximums, mais en même temps, je mets des délais de paiement plus courts. Et ça a été une réforme majeure. Ça a permis d'accélérer et en même temps, ça a permis de sortir les tribunaux du système d'indemnisation du préjudice corporel. Et ça, c'était quand même une réforme qui est très forte. La gouvernance dans le secteur aussi, la CIMA a beaucoup amélioré la gouvernance parce que vous savez, au début des années 90, le secteur des assurances, c'était des entreprises qui appartenaient à des personnes riches qui ne savent pas forcément grand-chose du secteur des assurances, mais qui étaient propriétaires d'une société parce qu'il fallait être propriétaire et qui confondaient les provisions techniques et leur richesse personnelle. Et ça, c'est des choses... Et ça, c'est des choses qui ont disparu pratiquement, disparu aujourd'hui. La normalisation des états réglementaires, une vision claire de la solvabilité, c'est vrai, on n'est pas encore à solvabilité 2, on n'a même pas de projet dans ce sens, mais ce qu'on a, c'est assez clair et ça permet quand même de faire bouger les choses. C'est vrai qu'il y a des réflexions qui sont en cours pour s'arrimer sur les projets qui sont à l'étude, soit au niveau européen ou au niveau de l'IAIS, mais en même temps, les modèles qui sont là, qui sont des modèles très simples, permettent quand même de reculer, de faire sortir les brebis galeuses, de faire sortir les délinquants et de laisser des acteurs qui soient des acteurs crédibles, même si jusqu'à présent, il reste encore des efforts à faire, je le reconnais. Et puis, il y a, voilà, je suis obligé de revenir là-dessus, l'article 13, pas de primes, pas de garantie. Martin Ziguélé l'a si bien dit, mais je suis obligé de revenir là-dessus, ça a été la réforme majeure. Ça a été la réforme majeure du secteur des assurances. Même ces ministres-là qui parlent, qui nous a dit, écoutez, vous, est-ce que vous avez des actuaires, est-ce que vous êtes crédibles et tout ça, nous avons rencontré un de ses collègues qui nous disait comme ça, vous les assureurs aussi, vous exagérez, on ne peut pas s'y lever du jour au lendemain, dire aux gens de ne plus payer à crédit. Vous voyez? Alors qu'ils sont les premiers à dire, votre secteur n'est pas crédible. Mais notre secteur a de l'argent dehors, les provisions techniques sont dehors. Et vous voulez qu'on règle les sinistres avec quoi? Comme on l'a dit, en assurance, rien ne se perd, tout se transforme. C'est l'argent des assurés qui doit servir à payer les sinistres. Et vous-même aussi, messieurs les ministres, payez vos primes. Voilà. Voilà. Maintenant, ils ont de nouveaux chantiers. Ils ont de nouveaux chantiers au niveau de la CIMA. C'est déjà de poursuivre le processus d'arrimage aux normes et principes de l'IAIS, finaliser le cadre réglementaire de la microassurance, puisque c'est vrai, il y a eu quelque chose qui a été fait, mais il y a encore un travail qui s'est fait là-dessus. Finaliser les études sur le mobile insurance pour en définir le cadre réglementaire. Oui, vous savez que maintenant, il y a quand même les assureurs, évidemment, nous ne pouvons pas rester en marge de toute cette classe moyenne qui est en train de se mettre en place. Donc, les gens ont essayé d'innover, de créer, par le biais des canaux alternatifs, de créer des chemins pour accéder aux populations qui ne sont pas assurées. Rendre effectif le contrôle sur base consolidée des groupes d'assurance, finaliser les études contre la délocalisation des risques. Martin a parlé de ça tout à l'heure, en parlant des chantiers structurants qui sont aujourd'hui en Afrique, qui sont assurés ailleurs, qui ne sont pas assurés par des compagnies agréées en Afrique. Et ça, ce n'est pas normal. Vous avez les chantiers aussi qui sont initiés par les Chinois dans le cadre de leur coopération avec les autorités, mais qui n'ont pas de couverture d'assurance connue. Et donc, tout ça, c'est des discussions qui sont menées par la CIMA, mais aussi en collaboration avec la FANAF, pour que ces choses-là puissent cesser. Le contrôle des entreprises de réassurance, et puis travailler à l'aménagement, à l'avènement d'un marché élargi et intégré. L'objectif, c'est de dire la finalité de la CIMA, comment mettre en place un marché unique, faire en sorte que, quand Allianz est agréé au Mali, que cet agrément puisse lui servir à exercer dans tous les pays de la CIMA et vice-versa. Quand quelqu'un est AXA agréé au Togo, que cet agrément puisse lui servir à exercer dans tous les pays de la CIMA. Ça, c'est la finalité, c'est le chemin. Mais c'est vrai que c'est difficile, parce que quand même les États restent encore très jaloux de leur souveraineté sur certains points. Alors, on continue rapidement. Les compagnies d'assurance, alors Martin en a parlé tout à l'heure, il y a près de 150, mais ce qu'il faut retenir, la spécificité du secteur aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de groupes.
il y a de plus en plus de groupes. Hein. Vous avez les groupes comme Alliance, AXA, NCA, SONU, SAAM. Hein. Donc, vous avez à la fois des groupes européens qui s'installent, vous avez des groupes panafricains, vous avez aussi, surtout ces derniers temps, des groupes marocains qui s'installent et qui sont très agressifs. Hein. Je le reconnais. Hein. qui sont très agressifs. Donc, vous avez tout ce beau monde-là qui opère sur un marché et qui représente, en tout cas, les 5 groupes qui sont cités là, représentent 45% hein, des effectifs des sociétés et puis, je crois, plus de 50% du chiffre d'affaires global. Alors, les courtiers, hein, il y a une grande diversité. Vous avez les grands courtiers qui dominent le marché aujourd'hui, c'est grâce à Ascoma et puis Marsh. Hein. Vous avez à côté de ça ce qu'on appelle les media brokers et puis les petits courtiers aussi qui sont, avec les agents généraux, forment à peu près 3000, un effectif de 3000. Les courtiers nationaux qui sont généralement spécialisés dans les petits risques, hein. En général, c'est les PME locales, les sociétés d'État et parapubliques. En fait, en général, c'est eux qui ont ce genre de relationnel-là, hein, pour aller voir un ministre et machin et tout ça. Alors, donc, vous avez une association, c'est ce que je disais tout à l'heure. Eux aussi sont regroupés en association. Hein. Vous voyez que cette association-là, elle a été créée avec quelques courtiers locaux. Mais par contre, quand la réglementation a commencé à se durcir, aussi bien sur le secteur des assurances, mais aussi sur le secteur du courtage, de l'intermédiation, tous les grands courtiers ont commencé aussi à adhérer à cette fédération-là, parce que les gens ont compris que c'est évidemment en se regroupant qu'on pourra valablement défendre nos intérêts. Les banques, hein, donc là, puisqu'on est sur les intermédiaires, vous avez aussi ceux qui distribuent. Vous avez les banques et les institutions de microfinance, hein, qui sont dans la banque assurance. Vous avez des groupes bancaires panafricains aussi qui ont créé leur propre filiale d'assurance. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la banque assurance s'étend de plus en plus vers les produits TIAD. Et les IMF sont également engagés dans la distribution de l'assurance, principalement de la microassurance. Les IMF, c'est les institutions de microfinance. Et vous avez les canaux alternatifs. Alors, l'un des grands défis de développement que nous avons, c'est ça. Les canaux alternatifs. Comment exploiter ces canaux alternatifs? Parce qu'on est presque tous arrivés à la conclusion que les canaux traditionnels ont montré leurs limites. Les courtiers, l'agent général, avec sa petite boutique, qui est dans un espace géographique donné, un quartier ou une commune, ne peut pas atteindre ce que nous cherchons. Parce qu'on a tous compris qu'aujourd'hui, le taux de pénétration de l'assurance en Afrique est tellement faible, la prime moyenne par habitant tellement faible, que le potentiel, il est là. Mais où est le problème? Il y a un problème de communication, il y a un problème de distribution. Donc, il faut travailler à la fois sur la communication, mais il faut travailler sur la distribution. La distribution, c'est de sortir des sentiers battus, aller chercher des canaux innovants qui puissent permettre d'atteindre effectivement ce que nous cherchons, ce que nous appelons le potentiel de croissance. Et en cela, l'imagination est très forte. Hein. Il y a les sociétés de téléphonie mobile qu'on essaie d'exploiter. Il y a eu des expériences locales, par exemple en Côte d'Ivoire, mais dans d'autres pays, qui se poursuivent. Mais on comprend que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce qu'après, vous rentrez dans un environnement qui est très difficile, qui a ses propres règles de gestion. Moi, je prends un cas très simple. Les premières expériences de souscription par le mobile que nous avons tenté, on était tous contents d'innover quelque chose, de dire, écoutez, maintenant, on passe par la téléphonie pour souscrire, pour payer sa prime, parce qu'on a un portefeuille électronique, Orange Money ou MTN Mobile Money, et ainsi de suite. Mais quand on a commencé à faire les premières expériences pilotes, on s'est rendu compte que le sujet n'est pas aussi simple. Parce qu'on s'est tous accrochés sur une technologie qui est la technologie USSD. Et j'ai dit, j'ai fait un call USSD, ça me permet de rentrer dans un menu. J'ai dit, par exemple, dièse 111 dièse. Je rentre dans un menu, il y a des sous-menus. Je peux lire les conditions générales, les extraits de conditions générales. Je peux voir un peu les options de paiement de prime, ainsi des choix. Après, on s'est rendu compte qu'une session USSD ne durait pas plus de 10 secondes. Donc, le temps de finir le parcours client, vous recevez un message que votre session a expiré. Mais ça, c'est des choses qu'on ne pouvait pas savoir de dehors.
Donc, l'expérience, et il y a plusieurs autres choses, il y a d'autres choses encore qu'on a découvertes, notamment liées à la structure de distribution, parce que le canal, l'opérateur de téléphonie mobile a une arborescence en matière de distribution, une arborescence d'intermédiaires multiples. Et bien, si toi, assureur, quand tu rentres dans ça, pour pouvoir intéresser tout ce beau monde-là, ce n'est pas facile. Donc, après, on a commencé à revoir nos modèles, à travailler plus sur des résumés de conditions générales, mais en même temps à adapter les contrats. Et ça, c'est vraiment important. Tout type de contrat ne pouvait pas se vendre par ce canal. Des contrats avec de multiples exclusions ne pouvaient pas se vendre à travers un tel canal. Parce que le temps de lire les exclusions, encore faut-il qu'il les retienne, le temps de lire les exclusions et puis souscrire ton contrat, il a fini 2 sessions, 3, 4 sessions USSD. Chaque fois, il faut qu'il rentre pour refaire, pour reprendre là où il avait laissé la lecture. C'est très compliqué. Donc, il y a ça, mais c'est des choses qui sont en train de se corriger. Et de plus en plus, on commence à trouver des bons modèles de contrats qui vont avec ce type de canal de distribution. Une façon de dire que ce n'est pas parce que le canal il est alternatif, il est émergent, qui va permettre de vendre tout type de contrat. Il faut réfléchir. Après, il y a les pompes funèbres. Voilà, les pompes funèbres aussi, qui sont de plus en plus utilisées pour vendre des contrats d'assurance parce que au moment des funérailles, les assureurs sont là et puis il y a des services. C'est dommage. Il y a des services à la fois qu'on exécute parce que le défunt était assuré en obsèques, mais en même temps, il y a de la vente aussi qui se fait. Vous avez les mutuelles de santé, les coopératives agricoles, les syndicats, les stations d'essence. Vraiment, tout y va. L'objectif, c'est vraiment de dire qu'on est tous conscients que le potentiel est là. Comment faire pour y accéder? Et puis, vous avez les personnes physiques. Bon, alors ça, c'est du classique qui ne marche pas trop, mais qui continue aussi son petit bonhomme de chemin. Les réassureurs, vous avez les réassureurs africains. Il y a quand même une multiplication des acteurs. Là, j'ai cité juste quelques-uns. Et puis, vous avez les réassureurs internationaux. La SCOR, la Suisse Re, Munich Re, et puis des captifs de réassurance, et puis d'autres réassureurs. Tout cela intervient désormais sur le secteur. C'est pour ça que la CIMA s'est sentie obligée de faire une réglementation spécifique sur les réassureurs pour définir les conditions d'agrément, les conditions d'exercice et puis les modalités pratiques de contrôle. Vous avez une nouvelle entité qui a été créée, là qui dépasse tout le monde, qui est l'African Risk Capacity, qui a été créée par l'Union africaine, qui est de dire que, bon, voilà, vous avez des risques qui ne peuvent pas être assurés par le secteur privé. C'est des risques de calamité, liés aux catastrophes naturelles et tout ça. Donc, cette entité a été mise en place l'année dernière par l'Union africaine sous forme de mutuelle, en vue de fournir une assurance aux différents États et donc favoriser le transfert des risques vers les réassureurs. Donc, les assurés de l'ARC, donc on l'appelle l'ARC, qui existe aujourd'hui, mais qui quand même pose des problèmes au niveau des États parce qu'il y a quand même un cadre institutionnel qui n'est pas très bien respecté, parce que dans certains États, vous avez quand même, pour exercer, vous avez quand même une régulation qui est là, une législation qui est là, qu'il faut respecter, mais cette entité-là qui a été créée, qui est aussi sur le marché, mais sur des risques spécifiques. Mais je pense que de plus en plus, il est question que l'entité soit peut-être dans sa forme actuelle, revue, pour en faire véritablement un outil de partenariat public-privé entre les États et le secteur privé. Alors, l'offre de produits, on va peut-être décliner ça rapidement. Là, bon, j'ai essayé de passer quelques chiffres, étant entendu qu'on est très limité dans le cadre de cet exposé. Là, vous avez quelques chiffres, mais le chiffre le plus important, c'est la pénétration. Vous voyez que la pénétration moyenne à la fin qui fait, pour l'assurance non-vie, elle est de 0,84%. Elle est de 0,84%. Et la prime moyenne par habitant pour l'assurance non-vie, je pense que je ne vois pas bien, ça fait 7 euros. 7 euros, juste pour comparaison, la pénétration de l'assurance non-vie en France, c'est 3,2%. Et puis, la prime moyenne par habitant, je ne vois pas. Combien de dollars là? 1345. Voilà, 1345 $, là où en zone CIMA, c'est 7 $. En fait, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Nous aussi, on peut être fiers d'avoir des taux de croissance de 5%, là où de l'autre côté, bon,
On en cherche quand même. Hein. Bon, bref. Bon, à l'assurance vie, là encore, c'est un peu plus... c'est moins bon. Hein. Vous avez 0,31% de pénétration et vous avez à peu près 2 euros de prix moyenne par habitant. Vous voyez que c'est très faible. Tout le monde en est conscient, mais on revient de très loin. Moi, j'ai des statistiques où vous avez ces chiffres-là il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Et c'est là que vous constatez qu'il y a une croissance, il y a quelque chose qui est en train de se faire. C'est silencieux, mais il y a quelque chose qui se construit, il y a quelque chose qui se fait. Il faut seulement aller trouver la bonne information. Et donc, l'idée, c'est ça. Les produits sont classiques. Hein. Après, maintenant, comme on l'a dit, l'assurance, ce n'est pas seulement que les produits, c'est la communication et c'est la distribution. Hein. Donc, vous avez le bon produit pour la bonne population, donc il faut que le produit soit adapté. S'il est adapté et que vous n'avez pas la bonne communication qui va avec, vous ne pouvez pas vendre. Si vous avez la bonne communication et que vous n'avez pas le bon canal de distribution, vous n'allez pas atteindre celui à qui vous voulez vendre. Donc, c'est de travailler vraiment sur ce sujet-là, ensemble. Et puis, donc, on a essayé de recenser un peu quelques faiblesses. Hein. Quelques faiblesses, c'est quoi? C'est souvent des produits un peu rigides. Une absence d'approche pour prendre en compte les nouveaux risques, hein, et la nouvelle classe moyenne. Des modalités de paiement des primes qui reposent essentiellement sur le secteur bancaire, alors que tout le monde n'a pas de compte, hein, bancaire. Donc, du coup, les banquiers même disent qu'eux, ils n'ont pas exploré, les banquiers estiment qu'ils ont encore du travail à faire pour capter le potentiel, hein, qui se présente à eux. Or, nous, on a du mal même et Martin Ziegler l'a dit tout à l'heure, à capter l'ensemble de la clientèle bancaire. Donc, du coup, vous voyez, on est encore très loin même du potentiel même dans sa généralité. Des niveaux de primes rigides, des modalités de paiement qui ne tiennent pas compte aussi des sources de revenus, des choses, comme on appelle, des clients. Et puis, réseau de distribution souvent inadapté, hein, pour les produits de masse, arborescence souvent complexe, nécessitant un niveau de commissionnement prohibitif, infrastructure informatique obsolète pour la gestion des masses et nombreux problèmes de cohérence de données, hein, de production. Alors ça, c'est très important parce que quand vous travaillez avec les banques, quand vous travaillez avec les institutions de microfinance, il arrive que ces institutions-là n'ont pas encore l'infrastructure informatique pour faire de la gestion des masses, pour faire les rapprochements, tous les rapprochements qu'il faut. Et donc, du coup, le développement du partenariat peut se retrouver un peu bloqué, hein, par ce genre de situation, parce qu'après, quand il y a des sinistres, on ne sait pas qui a payé sa prime, qui n'a pas payé, et c'est souvent très compliqué. Et là aussi, c'est des défis qu'il faut pouvoir relever, hein, à ce niveau-là. Alors, on va aller un peu plus vite. Les besoins non couverts, bon, c'est les risques qui ne sont pas les risques d'infrastructure, il y a de la matière à assurer. Il y a l'absence de couverture pour les plantations. Hein, la vulgarisation de l'assurance pour les risques de catastrophes naturelles, on en a parlé tout à l'heure. Absence de solution d'assurance pour le secteur informel, très important. C'est quand même une grande partie de l'économie qui se fait dans l'informel. Là aussi, il faut trouver des moyens pour les assurer. Et donc, du coup, il faut faire appel à l'ingéniosité des uns et des autres. Et puis, risque de protection sociale complémentaire non couvert, Martin en a parlé tout à l'heure. Et là, c'est un gros sujet. Les questions de retraite, les questions de couverture des salariés, ce sont des questions qui ne sont pas suffisamment traitées dans le cadre des régimes obligatoires, mais aussi, surtout, des structures privées. Et donc, l'assurance pour tous, c'est quoi? C'est exploiter le secteur informel, c'est exploiter la nouvelle classe moyenne, c'est trouver des solutions d'assurance pour les risques non assurés, hein, tels que les marchés, les machins. Et à ce niveau, il y aura un gros défi, surtout pour l'assurance vie. Le gros défi pour l'actuaire, c'est que de plus en plus, c'est l'assurance de masse qui se développe. L'assurance qu'on vend dans les supermarchés, ce n'est pas l'assurance où on est en face de quelqu'un à qui vous allez poser 1001 questions pour comprendre son poids, sa date de naissance, s'il a eu telle maladie, ainsi de suite. Et puis, rentrer chez vous, dans votre machine, voir le tarif qui va avec, et machin. Ça, vous n'allez plus voir ce client-là. L'assurance qui se développe, c'est l'assurance qui repose sur une tarification groupe. Une vision groupe qui est de dire, on vend, vous avez des tiroirs, hein, vous avez l'assurance des 2000 qui est là, l'assurance des 3000. À chaque tiroir, on a un capital.
vous choisissez, étant entendu que c'est à l'assureur de trouver le bon tarif. Et c'est là tout le défi. Comment arriver à mettre des tarifs bruts sur des populations qu'on ne maîtrise pas suffisamment? C'est ça. Et donc, là, il y a un gros enjeu pour l'actuaire qui est en société, qui a dit, bon, écoutez, je vais vendre de l'assurance obsèque, ou bien je vais vendre de l'assurance décès, ou bien je vais vendre de l'assurance rente éducation, mais je ne veux pas trop de questions pour le client, parce que le client, il n'aime pas ça, et ça perd du temps. Donc, comment on fait? Il faut trouver de bonnes approches, mais ça ne peut pas se faire aussi sans les réassureurs. Donc, il faut trouver des approches de gestion des risques qui soient à la fois cohérents avec le risque, mais en même temps cohérents avec le niveau des risques, mais en même temps cohérents aussi avec les accords qu'on a pu avoir en termes de couverture pour sa réassurance. Donc là, il y a quand même un vrai sujet qu'il faut voir. Et puis, la communication, voilà, la communication. Et nous, au niveau de la FANAF, on a insisté sur la mise en place de marchés modèles, de marchés labels. Pourquoi? Parce qu'il y a des communications qui ne peuvent être que des communications collectives. Faire une communication institutionnelle sur le secteur, ça ne peut pas être l'œuvre d'un seul assureur. Il faut que ça soit dans le cadre de sa fédération, où on fait des actions promotionnelles sur l'assurance, on essaie de sensibiliser les gens. Donc ça aussi, c'est des choses qui doivent pouvoir se faire. Et puis la communication des acteurs, qui doivent faire des communications institutionnelles sur les performances, des communications produits. Et puis il faut des supports de communication innovants. On ne peut pas seulement communiquer sur TF1 ou bien sur RFI. Il faut communiquer dans les radios locales. Il faut communiquer dans des langues vernaculaires, donc dans des langues locales, parler de l'assurance en langue locale. Donc ça, c'est des actions, si vous voulez, c'est des actions de terrain, mais menées avec détermination qu'il faut pouvoir faire. Sinon, on ne pourra pas exploiter le potentiel de croissance. Le potentiel de croissance, il ne va pas s'exploiter dans le bureau. Il ne va pas s'exploiter avec les vestes, les machins et tout, les grosses voitures. Il faut des gens qui sont sur le terrain, qui vont rencontrer la population, qui leur parlent. Il faut aussi des supports de communication qui parlent aux clients. Même quand on n'est pas là, le support lui parle parce qu'il voit un peu le visuel qui est dessus, qui est le visuel de chez lui. Ou bien, lorsqu'il prend son téléphone et que vous lui expliquez, dans le cadre d'une session USSD, comment fonctionne le contrat, que ce n'est pas seulement qu'en français, mais que ça puisse se faire aussi dans une langue, dans une des langues qu'il comprend. Et il sent que cette affaire-là lui parle, et cette affaire-là lui est destinée. Et en ce moment-là, il peut avoir mariage. Donc, radio de proximité, langue locale, présence dans les cérémonies traditionnelles, c'est ça aussi le rôle de l'assureur. Il ne doit pas dormir les dimanches, les samedis. Votre client a un problème, même si vous n'êtes pas concerné, il a perdu quelqu'un, il faut aller aux cérémonies, voilà, faire acte de présence et se faire voir. C'est ça. Et l'Afrique est sensible à ça. C'est ça. C'est ça. Si vous voulez rentrer dans la vie des gens, parce que vous êtes assureur vie, il faut vraiment être dans leur vie au quotidien. Bon, redynamiser la distribution, on en a parlé. Et donc, les défis. Les défis de l'actuariat, on va finir par ça, c'est les statistiques. Martin Ziegler en a parlé tout à l'heure. Mais, grand frère, je pense qu'on est en train de partir vers la fin de la tragédie. Pourquoi? Parce que la croissance de l'économie africaine a ravivé l'intérêt général pour ces processus administratifs et de planification. De plus en plus, les services de l'État essaient de s'améliorer. Ce sont des services qui s'informatisent, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Les services d'État civil aussi sont en train de s'organiser, avec des financements certes extérieurs, mais quand même, il y a le résultat, ce sont des services qui s'améliorent. On a des systèmes aujourd'hui de cartes nationales d'identité qui se font aujourd'hui avec beaucoup plus de rapidité. Et donc, il y a quand même un renforcement des capacités des structures nationales et régionales dédiées aux statistiques. L'accent est désormais mis sur le développement des systèmes d'état civil dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, les choses sont en train de changer. Même les systèmes nationaux de statistiques sont aujourd'hui arrimés à des organisations de type CIMA, d'ailleurs, à des organisations régionales, sous-régionales. Ils se font noter par leurs pairs et tout ça. Donc, véritablement, les choses sont en train de bouger à ce niveau. Moi, je prends un exemple très simple. Quand le cabinet Winter, donc avec Émeric, travaillait sur les tables de mortalité dans la zone CIMA, ça a été un des gros problèmes. Difficulté à avoir des statistiques en dehors du portefeuille des compagnies d'assurance. C'était
carrément un désert. Vous voyez, aujourd'hui, je ne dis pas que ces statistiques existent, mais déjà, des mesures ont été prises pour que déjà, dorénavant, les choses qui sont en train de se faire puissent être enregistrées convenablement. Alors, difficulté à mettre en place des outils de tarification propres à l'Afrique. Donc, là aussi, il y a des problèmes à ce niveau. Donc, obtenir des statistiques nationales, c'est difficile. Absence de référentiels statistiques dans plusieurs domaines. Obtenir des données nationales fiables sur la mortalité. Donc, tout ça, c'est difficile. Difficulté pour les compagnies d'assurance elles-mêmes aussi de reconstituer leurs propres données sur plusieurs années. Là aussi, on avait des difficultés à ce niveau. Mais tout ça, avec l'action de la CIMA, les différentes injonctions, les choses sont en train de se corriger. Absence de statistiques fiables pour le parc national, par exemple, on veut faire des trucs inutiles sur l'automobile, le vol auto et machin, c'est difficile d'avoir des statistiques. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans plusieurs pays, les commissariats commencent à avoir des ordinateurs, des radios, vous entendez effectivement que tel véhicule a été volé, machin. Et en fin d'année, le ministère de l'Intérieur vous fait des statistiques sur les véhicules volés par braquage ou bien accident, il y a eu des décès, ainsi de suite. Donc, ça, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place et qui s'améliorent. Et donc, du fait qu'il n'y avait pas tous ces éléments-là, le secteur des assurances travaillait sur des tarifs, qu'on dirait des tarifs importés. Et Martin en a parlé tout à l'heure. Donc, on avait, par exemple, on utilisait par exemple par le passé les tables de mortalité françaises sur la population 60-64. C'est corrigé maintenant, grâce à Émeric et à Martin aussi. La barémisation des sinistres auto. Quand on parle de barémisation, vous avez à l'intérieur des tables de conversion des rentes qu'on utilise, mais c'est des tables de conversion des rentes qui sont censées s'appuyer sur des tables de mortalité de la population générale africaine, mais en réalité, c'est les tables de la population générale française. Donc là aussi, il y a un travail à faire à ce niveau. Usage des tarifs français pour les risques professionnels, par exemple MRH, on prend les tarifs français, on essaie de les adapter. Et puis, absence de tarifs propres pour les risques de transport et ainsi de suite. Et donc, table de mortalité commune à tous les États. Bon, voilà. Donc, la question, c'est de dire, il y a du boulot. On dit qu'il y a du potentiel de croissance, mais ce potentiel de croissance a besoin quand même que nous puissions élaguer un certain nombre de difficultés. Et ces difficultés-là, il n'y a personne qui puisse les élaguer, c'est vous. C'est vous, c'est les travaux d'actuaires. Que ces acteurs soient en compagnie d'assurance, que ces acteurs soient dans des instituts nationaux de statistiques, que ces acteurs soient dans les banques ou partout, c'est leur travail.